Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Changeons de mentalité, faisons différemment. Pour ce premier épisode, nous parlerons d'expérience client, expérience collaborateur. C'est quoi le lien entre l'expérience client et l'expérience collaborateur? C'est quoi l'impact qu'a l'expérience collaborateur sur l'expérience client? Et pour nous en parler, je vous ai déniché la crème de la crème. Quand on parle de ressources humaines au Cameroun, elle en est la référence. Elle a d'ailleurs été classée numéro 1 mondial selon le classement Favicon 2024. Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de recevoir Madame Rita Dié. Rita, bienvenue. Merci d'être là. Merci Karine, c'est un plaisir d'être invitée par Culture Client. Merci à toi. Alors, promotrice du concept HRtitude. Si tu commençais déjà par nous dire, c'est quoi le concept HRtitude? HRtitude est un concept de coaching. Je peux dire c'est une marque de coaching et c'est le visage de Rita Ndiaye sur les réseaux sociaux. Donc, quand on dit HRtitude, on pense à Rita Ndiaye. C'est la marque que j'utilise pour pouvoir accompagner à la fois les chercheurs d'emploi et les professionnels dans l'évolution professionnelle ou dans l'évolution de leur carrière. D'accord. Oh, OK. En tout cas, ça marche très bien. C'est un concept qui marche très bien et que tout Merci. le monde apprécie. Et tout le monde apprécie ça, c'est super. Alors, Merci. on va parler, comme je disais tout à l'heure, d'expérience client, expérience collaborateur. Si tu commençais par nous définir, c'est quoi l'expérience collaborateur et quels en sont les enjeux aujourd'hui? Je peux dire que ce thème me passionne particulièrement, ça me parle énormément. Et je souhaite déjà te dire merci, Karine, d'avoir abordé l'expérience collaborateur. C'est un sujet qui est d'actualité, surtout à l'ère de la guerre des talents. Chaque entreprise qui veut attirer les meilleurs talents doit travailler l'expérience collaborateur. Donc, l'expérience collaborateur ou encore appelée expérience employée, c'est un enjeu crucial pour les entreprises car elle englobe l'ensemble des interactions et des ressentis qu'un employé peut avoir au sein de son entreprise. Donc, c'est la meilleure expérience qu'on voudrait fournir à un employé dès son entrée au sein de l'entreprise jusqu'à sa sortie. D'accord. Alors, je retiens la... Oui, vas-y, vas-y. OK. Excuse-moi, je vais beaucoup parler, Karine. Tu sais, ce Il n'y a thème me pas de passionne souci. Non, je sais énormément. que tu es passionnée comme moi. Moi-même, quand je parle Donc, d'expérience client, je ne m'arrête plus, donc je te comprends parfaitement. Vas-y. OK, donc je vais parler des 8 principaux enjeux de l'expérience collaborateur ou de l'expérience employée. Donc, le premier, c'est déjà l'attraction et la rétention des talents dont je parlais tout à l'heure. Donc, on sait qu'une bonne expérience collaborateur, c'est un levier essentiel pour attirer et fidéliser les meilleurs talents. Donc, les employés sont plus enclins à rester dans une entreprise lorsqu'ils se sentent valorisés et bien soutenus. Le deuxième enjeu, c'est l'engagement et la motivation. Vous voulez maintenir vos employés motivés, engagés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une expérience Je t'écoute. positive favorise l'engagement des employés. Donc, des collaborateurs engagés sont plus productifs, ils sont plus créatifs et ils sont plus investis dans les projets de l'entreprise. Donc, le troisième enjeu, c'est la productivité et la performance. Une bonne expérience collaborateur se traduit par une meilleure productivité. Donc, lorsque les employés se sentent bien dans l'environnement de travail, ils sont plus efficaces et ils contribuent davantage à la réussite de l'entreprise. Comme quatrième enjeu, je vais parler de la culture d'entreprise. On sait que l'expérience collaborateur, c'est le reflet de la culture d'entreprise. Donc, une culture positive et inclusive renforce forcément le sentiment d'appartenance des employés et ça crée un environnement de travail vraiment harmonieux. Comme cinquième enjeu, je parlerai de l'innovation. Donc, un environnement de travail qui favorise l'écoute, le respect, la reconnaissance, encourage forcément l'innovation. Les employés se sentiront plus libres d'exprimer leurs idées et de proposer également des solutions innovantes.
Comme sixième enjeu, je vais mentionner la marque employeur. L'expérience collaborateur a un impact direct sur la réputation de l'entreprise. En tant qu'employeur, une entreprise qui investit sur l'expérience collaborateur aura une marque employeur très, très forte. Donc, une entreprise qui offre une bonne expérience est perçue comme un employeur de choix. Et ce qui aura pour conséquence, c'est d'améliorer son attractivité sur le marché du travail. Comme septième enjeu, je vais mentionner le bien-être et la santé mentale. Donc, une attention particulière à l'expérience collaborateur, ça peut réduire le stress, ça peut prévenir l'épuisement professionnel et ça peut aussi contribuer à promouvoir le bien-être général des employés. Comme dernier point, je parlerai de l'alignement sur les valeurs. Une expérience collaborateur bien conçue permet de s'assurer que les employés comprennent et partagent les valeurs de l'entreprise. Cela aura pour conséquence de renforcer la cohésion et surtout l'alignement stratégique. Donc, voilà un peu en résumé les 8 principaux enjeux de l'expérience collaborateur. Donc, alors, oui, Rita, vas-y. Je suis trop passionnée par ce thème, Karine. Non, mais c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que je me sens interpellée par beaucoup de ces piliers-là à la fois. Et en fait, si je te demandais très rapidement, c'est lequel est le plus, comment je veux dire ça, dans ton top 8, quel est celui qui vient en premier? C'est-à-dire, si on te demandait le pilier le plus important sur lequel il faudrait vraiment travailler, parmi tous ces piliers-là, ce serait lequel? La marque employeur. OK, pourquoi? Voilà, l'entreprise, parce que ça touche à la réputation de l'entreprise en tant qu'employeur. Donc, déjà, l'entreprise, pour attirer les talents, doit travailler sa marque employeur. Donc, personne ne voudra travailler pour une entreprise qui n'a pas une marque employeur forte, qui n'a pas une bonne réputation, qui n'a pas une bonne image auprès du public. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, la guerre des talents est devenue un très grand souci pour les entreprises en général. On se dispute des talents dans plusieurs métiers. Du coup, il faut que l'entreprise, déjà même pour pouvoir attirer vers elle les meilleurs talents qui vont contribuer à une bonne productivité, puisse travailler cette marque employeur. Et donc, la marque employeur est forte quand il y a aussi une bonne expérience collaborateur. Parce que ce que vos collaborateurs disent de l'entreprise contribue aussi à captiver l'attention des personnes qui sont à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi je défends vraiment la marque employeur. La marque employeur. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire que la marque employeur, en fait, elle englobe un peu tous les autres piliers. Effectivement. Voilà, ce pilier-là englobe vraiment tous les autres piliers. Rita, est-ce que tu as l'impression que le bien-être est vraiment mis en avant dans nos entreprises au Cameroun? Alors moi, je suis curieuse d'entendre ce que tu vas dire parce que tu entends souvent certains employés, certains salariés qui vont se plaindre de « oui, mais moi, je ne suis pas assez écoutée ». Tu parlais de l'écoute tout à l'heure. Il y en a qui disent que « mais oui, moi, je ne suis pas assez écoutée, on ne nous responsabilise pas, le patron ne nous valorise pas assez, on ne nous récompense pas, on est toujours en train de dire qu'on est incompétent, qu'on ne sait rien faire ». Tu en as beaucoup qui se plaignent. Est-ce que c'est assez mis en avant et est-ce que c'est une raison qui pousse beaucoup d'employés dans les entreprises au Cameroun notamment à partir, à quitter le navire? Le bien-être, je peux dire que c'est l'un des sujets les plus d'actualité du côté des professionnels. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être et de santé mentale au travail parce que c'est vraiment important pour pouvoir fidéliser les employés et surtout les maintenir engagés. Il faut s'assurer également qu'ils vivent dans un état favorable, qu'ils vivent dans un environnement agréable, qu'ils vivent vraiment un bien-être en milieu professionnel. Maintenant, en parlant des entreprises camerounaises, je peux dire que nous sommes encore à la traîne
voilà, par rapport au monde occidental. Mais les choses changent quand même. De plus en plus, je me rends compte que les entreprises prennent conscience de l'importance du bien-être et de la santé mentale au travail. Et ça fait même davantage l'objet de discussions au sein des entreprises, ça fait l'objet d'ateliers, ça fait l'objet de beaucoup d'échanges. Et je ne peux pas, je regarderai pas le verre à moitié vide, je le regarderai plutôt à moitié plein et je dirais que beaucoup d'efforts sont déjà menés dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup. Il y a Bah encore oui. vraiment, voilà, tellement de choses à faire. Donc, on espère que dans les prochaines années, on va vraiment bousculer. Ce que je vois déjà, c'est que dans les multinationales, beaucoup de choses sont faites pour le bien-être des salariés. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y Et a encore du aussi, chemin. PME, voilà, il y a encore un très, très grand chemin à faire. Au niveau des PME, alors, il y a encore tellement, tellement de choses à faire. Mais c'est un peu, finalement, c'est un peu comme l'expérience client, hein. L'expérience client, c'est la même chose. C'est les multinationales qui en comprennent un peu plus l'importance, mais il reste encore beaucoup, énormément d'efforts à faire pour améliorer la qualité de service, du service client dans nos entreprises. Donc, Rita, comment prendre soin de ses collaborateurs? C'est-à-dire que quelles sont les actions qu'une entreprise doit mettre en place pour offrir une expérience positive à ses équipes? Déjà, pour offrir une expérience positive à ses collaborateurs, il est essentiel de mettre en place beaucoup d'actions stratégiques et opérationnelles qui prennent vraiment en compte les besoins, les attentes, les aspirations de ces employés. Donc, je vais m'attarder sur quelques actions que voilà, j'ai eu à recenser qui me parlent énormément. Déjà, je vais je vais aborder par thème, si tu me permets, Karine. J'ai dit que ce thème me passionne énormément. Vraiment, tu vas me permettre d'entrer dans ce Vas-y, thème. vas-y, vas-y. Nous t'avons avec nous, donc vraiment, on va tout tirer de toi aujourd'hui. Donc, vas-y. D'accord, donc, je vais parler de l'onboarding, donc améliorer le processus d'intégration. Donc, Oui. on sait que l'expérience collaborateur commence déjà par le processus d'intégration, donc ce qui est appelé onboarding en anglais. Donc, un accueil personnalisé permet d'améliorer l'expérience des collaborateurs. Quand je parle d'accueil personnalisé, je vais donner un exemple. On peut par exemple offrir aux nouveaux collaborateurs un kit de bienvenue comprenant des produits, comprenant des goodies et un manuel qui détaille l'histoire et les valeurs de l'entreprise. Donc, on les invite à participer aussi, par exemple, à une réunion d'accueil avec le directeur général. Voilà, par exemple, des petites actions pour personnaliser l'accueil des nouveaux employés. On peut également donner aux nouvelles recrues une formation de quelques semaines où ils apprennent à utiliser des outils internes et à comprendre aussi la culture d'entreprise. Parce qu'un employé qui est, euh, qui est mieux reçu, un employé à qui on offre une expérience positive à l'entrée, forcément aura un niveau d'engagement encore plus élevé. On peut également offrir un mentor, on peut assigner un mentor à un nouveau salarié pour l'aider à s'intégrer et à naviguer dans ses premières semaines. Vous savez, c'est pas toujours évident. Quand on arrive dans Oui. une entreprise, on se pose beaucoup de questions. Vraiment, des choses, ça se passe comment? Voilà, Comment est-ce voilà. qu'on va être Et accueilli? effectivement, mais quand on attribue un mentor, c'est plus facile de s'intégrer. Donc, du coup, ça crée une expérience positive à l'étape d'intégration au sein de l'entreprise. Donc, je vais parler également de favoriser un environnement de travail flexible et adapté. Tout à l'heure, on parlait du bien-être au travail. Le bien-être, Oui. c'est un thème, c'est un sujet tellement vaste. Ah, Donc, ça. quand on parle de bien-être aujourd'hui, on parle de plus en plus de télétravail et horaires flexibles. Dans notre environnement, le télétravail a encore beaucoup du mal à décoller. C'est vrai que Ah, ça ça. fait un peu, mais
Pas autant que ça. Voilà. Mais j'ai envie de dire que dans notre environnement, c'est même la COVID-19 qui nous a amené même à commencer à en parler. Mais avant la COVID-19, je pense qu'on n'en Effectivement, parlait pas on dans n'en nos parlait entreprises. pas. Et Non, même jusque-là, après, quand la COVID a la baissé, COVID, voilà, c'est on est ça. rentré à nos anciennes habitudes. Exactement. Donc, quand je parle du télétravail, des horaires flexibles, donc il est question de donner aux employés la possibilité de choisir, par exemple, de travailler à distance ou au bureau selon leurs préférences et rendre les horaires flexibles afin que chacun puisse s'adapter aux besoins, à ses besoins. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, une collaboratrice qui allait, peut-être si un matin l'enfant est malade, au lieu d'avoir à aller, par exemple, au bureau pour travailler, sachant que toute sa journée, la tête ne sera qu'à la maison en train peut-être d'appeler la nounou. Oh, l'enfant, c'est comment? Est-ce que ça change? Est-ce que elle peut décider, par exemple, signaler à son employeur et passer ses journées de travail plutôt à la maison? Ça lui permet, en même temps qu'elle travaille, de pouvoir jeter un coup d'œil sur l'enfant. Voilà, par exemple, un exemple. On a aussi des cas où, par exemple, la nounou a une contrainte ce matin, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Du coup, la collaboratrice en question ne sait pas comment faire. Elle peut, par exemple, signaler au bureau et travailler plutôt de la maison. Donc, voilà un exemple. Et aussi, tout à l'heure, je parlais d'environnement de travail flexible et adapté. Je vais aussi parler toujours dans cette même thématique de l'aménagement des espaces de travail. Il est important de proposer des espaces de travail modulables. Ça permet de configurer des bureaux selon les besoins spécifiques des équipes, avec des zones de détente, des espaces de collaboration, des bureaux privés. Donc, on peut arriver dans telle direction, on se rend compte que bon, l'espace de travail est modulé d'une façon différente de celui d'une autre direction. Donc, dans tous les cas, quand on a des espaces vraiment modulables, ça permet aux équipes d'adapter vraiment en fonction de leurs besoins à eux. Et c'est plus gai. Ça permet d'offrir vraiment une expérience collaborateur personnalisée. Donc, en troisième point, je vais parler de développer une communication transparente et ouverte. Là, le feedback régulier, c'est important. Donc, on peut, par exemple, organiser des réunions de feedback hebdomadaires pour permettre aux employés de discuter de leurs objectifs, pour recevoir des commentaires constructifs de leurs supérieurs ou bien de leurs collègues. C'est important de partager aussi des informations avec les collaborateurs parce que lorsqu'on partage régulièrement des informations sur la stratégie de l'entreprise, sur ses succès, ses défis avec l'ensemble des employés, ça permet aussi aux employés d'être mieux informés et de se sentir impliqués dans la vie de l'entreprise. Donc, tout ceci contribue à offrir une expérience collaborateur personnalisée. En quatrième point, je vais parler d'offrir des opportunités de développement et d'évolution. Ça, c'est notre responsabilité en tant que gestionnaire RH. Et on ne cessera de tirer sur nous. Oh, vraiment, les RH, vraiment. C'est vrai, nous, RH, on dit toujours aux employés que chaque employé est acteur de sa carrière. Mais c'est aussi la responsabilité de la RH de définir des plans de carrière, de définir des parcours de carrière. Ça permet aussi de mieux accompagner ses collaborateurs. Donc, en termes de plan de carrière, on peut par exemple faire bénéficier chaque collaborateur d'un plan de développement personnalisé avec des revues de carrière régulières et des opportunités de mobilité internationale. Pourquoi pas? Par exemple, si c'est une multinationale, c'est important aussi de renforcer la formation continue en proposant aux employés un accès illimité à LinkedIn Learning, par exemple, ou à d'autres plateformes de formation en ligne, comme Coursera, où ils peuvent acquérir de nouvelles compétences. Ils peuvent suivre des cours dans des domaines variés. J'insiste beaucoup sur ces points parce que de plus en plus, avec la venue de l'intelligence artificielle, les employés doivent être formés pour pouvoir être pertinents face à l'IA. Donc, du coup, une entreprise, pour offrir une expérience collaborateur au top, doit penser à la formation continue de ses employés.
Très important. Ouais, c'est vraiment important. En cinquième point, je vais parler de reconnaître et valoriser les contributions des collaborateurs. Les Bon, voilà alors le point là. reconnaissances, c'est ce qui est de meilleur en fait pour un collaborateur. Personne n'aimerait travailler et être ignoré. Donc, reconnaître publiquement les employés qui incarnent les valeurs de l'entreprise, par exemple, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et ça motive, ça engage davantage. C'est pas comme un enfant qu'on a à la maison. Lorsque l'enfant fait un effort et que vous lui dites, waouh, j'ai aimé, tu as fait telle chose, c'est bien, il va chercher à vous prouver encore qu'il peut mieux faire. Donc, c'est pareil même avec des employés. Et il faut aussi une rémunération équitable. Donc, la transparence salariale est très, très importante pour pouvoir impacter positivement les employés. Les grilles salariales, par exemple, doivent être publiques et accessibles. Alors tu touches alors un point fort. Tu parles de salaire, Ça la permet de transparence. garantir une équité dans la rémunération. C'est vrai que jusqu'ici, dans beaucoup d'entreprises, on cache encore beaucoup de choses. C'est ça. Le jour où on va arriver à publier, à dire clairement que voici sur quelle base est-ce qu'on positionne X à tel niveau de rémunération, ou bien voici sur quelle base tel métier est à telle rémunération, voilà. Ça va permettre de briser la glace et d'avoir des employés aussi vraiment plus impliqués, plus engagés, parce que chacun sait que si j'arrive à telle position dans l'entreprise, voici ce qui m'attend. Ah, je t'ai dit, Karine, que ce thème, c'est mon thème. C'est mon thème. Donc, je vais Non, continuer. merci. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que je t'ai invité, Rita, parce que je sais que pour en parler, tu es la meilleure, tu es mieux placée pour nous parler de tout ça. Donc, Merci, Karine. Merci. non, mais moi, de ce que j'ai retenu, j'ai retenu la transparence dans la communication, les feedbacks qu'il faut prendre en compte. J'ai Oui. retenu la valorisation des équipes. Moi, c'est un point sur lequel j'insiste parce que on se connaît quand même dans nos entreprises. C'est parfois pas quelque chose qui est mis en avant. Je suis désolée de le dire. Mais il y a beaucoup de salariés, beaucoup d'employés qui sont malheureusement frustrés Ça, c'est dans vrai. leurs équipes, qui ne sont pas reconnus pour leurs compétences, à qui on dit qu'ils ne font, ils font rien, ils sont là, ce sont des bras morts, des bras cassés. Bref, c'est vraiment très, très, oui, des bras cassés. Tu as parlé également des aménagements de bureaux modulables Oui, qui permettent de favoriser de bonnes conditions de travail. Est-ce que oui. là-dedans, on peut intégrer les open space? Par exemple, les open space, par exemple, qui sont bien éclairés, qui sont, du moins, même les open space aujourd'hui peuvent être mieux modulés de telle sorte que, voilà, les employés se sentent plus épanouis et la luminosité également, il faut prendre tout ça en compte parce que même la santé aussi peut être impactée s'il n'y a pas un meilleur éclairage. Exactement. Tu as parlé du télétravail. Bon, on est encore très loin. C'est pas encore vraiment dans notre culture ici Ouais, en Afrique, le télétravail. ça c'est vrai. Oui, voilà. Pourtant, enfin, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Oui, Tu as parlé de la c'est une très bonne formation chose d'ailleurs. continue. Oui, Tu as parlé oui. de la formation continue. Et ça aussi, c'est un point sur lequel moi j'insiste parce que même ça aussi, c'est un problème dans les entreprises. Dans On les a entreprises. l'impression que les RH, je vais tirer sur toi, je vais tirer sur vous, hein, les Je sens que RH tu as écouté les les RH cours. serrent le budget. Hein, les RH cachent le budget, disent que non, il n'y a pas de budget pour telle formation. Si la formation ne rapporte pas à l'entreprise, on ne permet pas à l'employé d'aller faire la formation. Si c'est une formation à titre personnel, non, vraiment, il faut que ça puisse rapporter, que l'entreprise puisse capitaliser, etc. Et même parfois, dans certaines entreprises, même tu as des employés qui demandent à être formés, mais on ne veut Oui. pas, on leur dit que non, on va vous former plus tard, on va faire ça après, oh, il n'y a pas de budget, oh, il n'y a pas. Et pourtant, mais ça rapporte à l'entreprise. Ça permet de développer l'entreprise, mais la solution, c'est de mettre sur pied une plateforme, du moins, c'est de permettre aux employés d'accéder à une plateforme gratuitement pour se former. C'est ce que beaucoup d'entreprises font aujourd'hui.
Oui. Par exemple, il y a des entreprises qui ont pris un abonnement Coursera et voilà, ils encouragent les employés à aller faire des formations, aller faire des certifications sur Coursera. Ça facilite vraiment la tâche aujourd'hui. Oui, effectivement, je peux abonder dans ton sens. Tu as effectivement des entreprises qui créent elles-mêmes leur propre plateforme de e-learning, Voilà, par exemple. qui n'ont pas besoin, oui, qui n'ont pas besoin de prendre des abonnements sur des plateformes externes. Elles créent leur propre plateforme de e-learning et ça, c'est déjà très bien. C'est C'est déjà une très bonne bien. avancée. C'est déjà Très une bien. bonne avancée. OK. Donc, si tu permets, Karine, je vais continuer. Je vais continuer dans mon thème. Donc, en OK. sixième point, je parlerai de promouvoir le bien-être et la qualité de vie au travail. Je reviens encore sur le bien-être au travail. Voilà. On peut multiplier des programmes de bien-être, comme par exemple inscrire les employés dans des centres de fitness, des centres de massage, ou encore mettre à leur disposition des consultations médicales gratuites. Tout ça favorise le bien-être. Vous Ouais. savez, aujourd'hui, de plus en plus, les gens prennent soin de leur santé, les gens veulent avoir un corps un peu slim. Donc, et c'est aussi bien pour la santé dans tous les cas. Donc, une entreprise peut inscrire ses salariés dans des salles de fitness. Aussi, en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, il faut encourager les employés à ne pas travailler plus de 40 heures par semaine et à prendre des congés. Donc, il faut insister sur l'importance de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Les congés, j'aimerais dire aussi, Karine, les congés, ce n'est pas une faveur qu'on fait à un employé parce qu'il y a des entreprises où des managers ont encore la mentalité de non, 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 tu ne vas pas en congé. Non, non, attendez, personne n'est indispensable dans une J'allais entreprise. justement le dire. Le jour où vous mourrez, l'entreprise continue comme si On te remplace directement, Rita. On te remplace directement. Immédiatement, quand on apprend même que quelqu'un est décédé là, il y a déjà plein de personnes qui sont intéressées par le poste. Par le poste. Exactement. Donc, il faut que les gens pensent à eux. L'entreprise ne va jamais tomber si vous n'êtes pas Je là. suis d'accord. Que chacun prenne la peine de travailler comme il le faut et de prendre soin aussi de sa vie personnelle. En dehors de la vie professionnelle, chacun doit chercher à avoir une vie sociale. Chaque travailleur doit chercher à faire beaucoup d'autres choses qui le passionnent. C'est quelqu'un, j'ai vu un post une fois, quelqu'un disait qu'il y a une différence entre le travail et le job. chacun doit chercher à avoir un travail. Le travail, c'est ce que tu feras et que personne ne t'enlèvera jamais, sauf si toi-même tu décides de laisser tomber. Le job, c'est ce que tu fais parce que tu cherches l'argent. D'accord. Ok, donc je vais parler en septième point de favoriser l'inclusivité et la diversité. De plus en plus, on parle d'inclusion, on parle de diversité, donc il faut mettre sur pied des Oui. programmes spécifiques pour soutenir, par exemple, les femmes, les handicapés, offrir des mentorats aux femmes pour les aider à progresser dans leur carrière. Donc, il faut aussi sensibiliser sur les biais inconscients et l'inclusion pour tous les niveaux de l'entreprise. Bon, afin de promouvoir une culture plus inclusive. Comme dernier point, je vais parler d'encourager la participation et l'innovation. Vraiment, il faut avoir des boîtes à idées. Permettre aux employés il faut consacrer en fait environ 15% du temps des employés pour des projets personnels qui pourraient potentiellement devenir de nouveaux produits. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, on peut mettre sur pied des sessions de brainstorming, des réunions de brainstorming où les employés viennent donner leurs idées, où ils viennent participer à des projets. Ça peut aider à mettre, par exemple, sur pied de nouveaux produits. Et ces sessions, permettent aux employés de se sentir valorisés. Donc, il peut aussi avoir des projets collaboratifs. On peut mettre sur pied des projets collaboratifs pour permettre aux employés de participer de proposer des idées innovantes, de travailler en équipe pour les développer et favoriser aussi la collaboration et l'innovation au sein de l'entreprise. D'accord.
Ok, je crois que c'est à peu près ça, quelques idées que j'ai eues du moins, auxquelles je pense Oh, aussi. mais Aussi c'est vite, des idées. c'est employé, pardon. C'est des idées très intéressantes. Je pense que pour la plupart même, elles sont déjà mises en place dans quand même Beaucoup euh, d'entreprises. dans beaucoup d'entreprises. Oui, je reviens par exemple sur le bien-être qui passe par l'inscription dans les salles de sport. Bon, les salles de massage, je suis pas très sûre, mais les salles de sport, oui, quand même. Les salles Le de massage massage, c'est important, hein? oui, mais je ne suis pas très sûre que ça, par contre, les entreprises valident ça. Mais les salles de sport, je suis sûre que ça passe encore. Ça Ouais. passe encore. Donc, merci Rita pour toutes ces actions-là. Euh, Comme je disais tout à l'heure, beaucoup sont déjà mises en place, mais comme tu le disais, il y a encore beaucoup d'efforts vraiment pour améliorer le bien-être des employés en entreprise. Rita, comment maintenir la motivation et l'engagement des équipes à servir les clients? Alors là, il faut qu'on fasse un peu le lien avec l'expérience client. Comment est-ce que quelles sont les stratégies que tu proposes pour maintenir la motivation et l'engagement? Parce que ça, parfois, c'est difficile de maintenir la motivation et l'engagement auprès des équipes et ça peut arriver à n'importe qui humainement, parfois de se sentir démotivé, de ne plus avoir envie de rien faire, de ne plus. Donc, concernant maintenant le volet service à la clientèle, comment est-ce que un manager, une entreprise pourrait maintenir cet engagement-là, cette motivation auprès de ses équipes? Ok. Déjà, des employés engagés ou bien des employés satisfaits vont impacter la qualité du service à la clientèle. Donc, la première action que je préconise, c'est de cultiver une culture centrée sur le client. Comment? On peut par exemple organiser régulièrement des sessions de formation sur l'importance du service client en partageant des témoignages de clients satisfaits et en valorisant les efforts des employés qui vont au-delà des attentes. On peut également fixer des objectifs clairs et mesurables. Ça veut dire, en début d'année, parmi les objectifs qui sont fixés aux collaborateurs, il y a une partie liée à la gestion de la clientèle ou à la satisfaction client. Donc, on peut par exemple définir des objectifs spécifiques liés au service client pour chaque équipe, tels que les délais de réponse ou des notes de satisfaction et récompenser les équipes qui atteignent ou dépassent ces objectifs. Donc, ça peut être également l'évaluation sur le nombre de réclamations. Donc, dans tous les cas, on peut trouver des objectifs vraiment spécifiques, mesurables et qui ont un lien, voilà, avec le service à la clientèle. On peut également offrir des incitations et des récompenses. Comment? Cela passe par la mise en place d'un programme de reconnaissance qui récompense les employés pour leurs efforts en matière de service client, que ce soit par des primes, des jours de congés supplémentaires ou des reconnaissances publiques. Tout le monde aime la reconnaissance. Donc, dans tous les cas, on sait que pour être meilleur employé de l'année ou meilleur employé du mois, il faut avoir offert une expérience personnalisée, une expérience unique aux clients. Franchement, tout le monde va batailler pour être le meilleur. Donc, cette récompense-là va forcément impacter sur la façon dont les employés gèrent les clients. On peut également favoriser la formation continue et le développement des compétences en proposant des formations régulières sur les nouvelles tendances en matière de service client. Donc, il s'agit ici de partager, par exemple, les bonnes pratiques. On peut accompagner les collaborateurs même dans la communication avec les clients parce que beaucoup n'offrent pas de bons services aux clients parfois parce qu'ils ne sont pas bien formés. Parfois par ignorance. Je crois que l'entreprise aussi a un rôle en termes de formation continue du personnel qu'elle emploie. Tout à fait. Elle peut aussi former ses employés sur les techniques de résolution des problèmes.
et encourager les employés à partager leurs connaissances et leurs meilleures pratiques. Donc, les employés qui sont déjà aguerris, qui sont meilleurs dans la gestion de la clientèle, peuvent coacher ceux qui ne sont pas encore la cible. L'entreprise doit également encourager l'autonomie et la prise d'initiative, donc en donnant aux employés la liberté de prendre des décisions qui bénéficient aux clients, sans passer par des processus d'approbation complexes. En fait, quand je parle de ça, je ne dis pas qu'il faut forcément déroger aux procédures ou bien vouloir outrepasser les procédures, mais il y a parfois des choses qui ne vont pas nuire à l'entreprise. Des initiatives qu'un employé peut prendre et qui va permettre aux clients de bénéficier vraiment d'un service personnalisé et vraiment unique. Donc, il faut créer un environnement où les idées et les initiatives des employés sont valorisées et mises en œuvre. Donc, il faut également créer un environnement de travail positif et engageant. Donc, comme je disais au début, il faut améliorer les conditions de travail en offrant des espaces de détente et aussi des activités de team building, des événements sociaux, veiller à ce que les équipes se sentent valorisées et respectées. Ça va renforcer leur engagement envers les clients. Donc, si un employé est satisfait, ça aura aussi un impact sur la façon dont il va offrir le service aux clients. Parce que déjà, il est aussi engagé à offrir quelque chose de vraiment positif aux clients. Il faut impliquer les employés dans les décisions, donc inclure les équipes dans les décisions qui affectent leur travail, surtout celles liées au service client. Il faut organiser des ateliers ou bien des sessions de brainstorming où les employés peuvent partager leurs idées, partager leurs suggestions. Il faut assurer une communication constante et transparente en partageant des informations sur les objectifs de l'entreprise, les retours des clients et les progrès réalisés. Donc, c'est toujours bon aussi de partager avec l'équipe de retour des clients parce que si on n'est pas informé de ce que les clients pensent, s'il n'y a pas des enquêtes mystères, on ne saura pas forcément que voici ce qui dérange les clients. Donc, c'est bon de partager ces retours avec les collaborateurs afin que chacun puisse ajuster. Donc, il faut aussi encourager un dialogue constant pour s'assurer que les employés sont bien alignés sur les priorités en matière de service client. Donc, de façon globale, ou bien pour conclure, je dirais qu'il faut favoriser la reconnaissance des efforts individuels et collectifs. Donc, tout revient encore à la reconnaissance parce que quand les employés sont reconnus, quand on reconnaît les efforts qu'ils ont menés dans ce sens, dans la gestion de la relation client, franchement, ils sont encouragés à faire mieux, à faire davantage et à donner le meilleur d'eux, à être excellent. Oui. Ben, écoute, tu as tout dit. Vraiment, tout ce que tu as proposé comme action, tu as vraiment dit l'essentiel. Moi, de ce que j'ai retenu la valorisation, récompenser les meilleurs qui se sont démarqués. J'ai retenu également la formation continue qui reste très, très importante aussi sur les bonnes pratiques, sur les tendances, les nouvelles tendances en ce qui concerne l'expérience client. J'ai retenu également créer des espaces de détente également. Ça fait du bien. Ça permet aussi de se déconnecter. Les événements de team building qui permettent de se reconstituer en équipe, de se retrouver, de se recentrer en équipe. Le brainstorming, partager les idées des collaborateurs, des équipes qui peuvent avoir des choses intéressantes à dire. Partager également les retours des clients. C'est très important, tu l'as dit, de savoir mais qu'est-ce que les clients pensent de notre service. Est-ce que c'est bien? Ça permet de savoir mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour mieux servir nos clients. Alors, Rita, on tire vers la fin de notre émission. Mais voilà, avant d'être promotrice de HR-attitude, avant d'être coach carrière, tu es d'abord cliente. Donc, en tant que cliente, est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec nous, à nous raconter, une histoire que tu as vécue en tant que cliente, que ce soit positif, que ce soit négatif, avec une entreprise de la place? Je vais parler d'une expérience positive. Tu sais, j'aime bien me focaliser sur ce qui est positif. Positif, oui. D'accord. Et là, c'est avec un particulier.
ça m'a vraiment marqué. Il y a de cela quelques jours, j'ai emprunté une voiture Yango. Et franchement, celui-là sortait de l'ordinaire. Pour te dire, regarder, j'étais émerveillée en fait par la qualité. Je ne sais pas si celui-là a été formé à la gestion de la clientèle, mais franchement, qu'est-ce qu'il avait de spécial? j'ai eu l'impression d'avoir devant moi quelqu'un un formateur en gestion de la relation clientèle. Ok. Quand j'entre dans la voiture, dans le taxi, bon, c'était pas un taxi, quand j'entre dans son véhicule, il me dit bonjour madame, bienvenue à bord. Je dis merci. Je dis merci. Voilà, je prends place et quand il démarre le véhicule, il me demande est-ce que vous avez besoin d'une musique en particulier? Je peux aussi connecter, vous pouvez aussi connecter votre téléphone au Bluetooth si vous avez une musique que vous voulez écouter voilà, pendant le trajet. Je lui dis que non, non, ça va. En chemin, il me demande, madame, j'espère que tout va bien. Je dis, oui, ça va. J'étais vraiment impressionnée. Oui, oui, oui. Oui. Parce que ce qui m'a marqué, c'est que il est dans l'anticipation et il est aussi dans la personnalisation de l'expérience client. Oui. Parce que moi, je n'avais jamais pensé entrer dans une voiture et qu'on me demande que vous voulez suivre, écouter quelle musique ou de connecter mon téléphone au Bluetooth pour pouvoir écouter la musique que je veux. Oui. Et me demander, est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que... J'ai senti une certaine attention et je pense qu'aujourd'hui, le client a besoin de cette attention partout, dans chaque entreprise. Un client qui entre a besoin de l'attention. Un client qui reçoit de l'attention se sent flatté. Il peut souscrire même à un produit auquel il n'avait pas pensé quand il entrait dans l'entreprise. Donc, juste l'attention, juste des petits gestes peuvent le captiver, peuvent le motiver, peuvent le fidéliser. Exactement. Donc, c'est pareil, même si je veux revenir à l'expérience collaborateur dont on parlait tout à l'heure. Oui. Quand un nouvel employé arrive au sein de l'entreprise, ces petites attentions lui permettent de se sentir à l'aise et de comprendre qu'il est au place to be. Et franchement, il va sentir que, mais là, je n'ai rien à craindre ici. Bien au contraire, c'est vraiment l'environnement que je recherchais depuis. Et il va être engagé, il va être motivé. Il va tellement bien parler de cette entreprise-là. Ouais. Donc, de la même manière, chaque entreprise doit chercher à donner aux clients une expérience unique. Et j'aime bien parler de l'expérience unique ou de l'expérience personnalisée. Et je pense que si je reviens à l'anecdote de tout à l'heure, s'il s'agissait d'un homme, je suis sûre que le chauffeur aurait eu certainement une autre approche. Au lieu de lui demander peut-être est-ce que tu veux une musique, peut-être il allait lui parler du football, il allait lui parler d'autres choses. Et par exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, il aurait pu lui parler d'autres choses qui intéressent beaucoup plus les hommes. Et c'est ce que l'entreprise aujourd'hui doit faire. Fournir une expérience unique, fournir une expérience personnalisée. L'entreprise d'aujourd'hui ne doit plus donner la même expérience à ses clients ou à ses employés, effectivement. Parce que même en termes de gestion des talents, moi, en tant que RH, je n'ai pas l'ambition d'offrir la même expérience à tous les collaborateurs. Il y a ce qu'on appelle la génération Z. La génération Z n'attend pas la même chose, ou bien la génération Y n'a pas les mêmes attentes que les personnes qui ont 40 ans, qui ont 45 ans. Du coup, l'expérience que je dois offrir à cette génération doit être totalement différente. Donc, il faut personnaliser l'expérience du client. Donc, c'est pas ça l'anecdote que j'avais à raconter. Et franchement, j'ai été beaucoup marquée parce que c'est que l'effet de cette attitude ou bien de cette expérience client que j'ai eu à vivre a fait en sorte que j'ai demandé à ce chauffeur pour la prochaine course que je sais que c'est ça lui qui vient me porter.
OK, donc tu as pris son numéro de téléphone. Effectivement, et je lui ai dit que, OK, voilà, quand j'aurai dorénavant des courses, quand je suis pas avec mon véhicule, je voudrais que ce soit toi qui viennes me porter. Ah, tu vois. C'est comme ça qu'on a gardé le contact. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe tout simplement. Juste parce qu'il a pris la peine de te demander, ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Tu as besoin de quoi? Tout simplement ces petites attentions-là. Prenez soin de vos clients, prenez soin de vos collaborateurs et vos collaborateurs prendront soin de vos clients. Rita, nous sommes à la fin de cette émission. Vraiment, une fois de plus, merci pour ta disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Karine, surtout avec un thème aussi intéressant. Vraiment, je ne pouvais pas refuser. Je te remercie pour le choix du thème. Je te remercie franchement pour le choix du thème. Très, très intéressant. Je t'en prie, Rita. En tout cas, merci à toi, merci à vous qui nous avez suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Culture Client 237 et sur notre page Facebook Culture Client pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Alors, Rita, ce sera quoi le mot de fin? Changeons de mentalité. Et faisons différemment. À très, très vite.